Pour moi, ce qui cloche, c'est que ça va paraître extrêmement cliché, hein, ce que je veux dire. Enfin, j'enfonce une porte ouverte, mais le problème, c'est qu'on a peur de mourir. L'industrie du divertissement, elle est quand même là aussi pour nous faire oublier notre peur fondamentale. Non, maintenant, il s'agit d'être beaucoup plus sobre. En gros, divisé par 10, hein, c'est pas par 4 ou 2, non, non, c'est divisé par 10 en quelques années. Et ça se fera. Le problème, c'est qu'on le veuille ou non. J'eus espéré que ça se ferait de manière volontaire. Ça va se faire, hélas, de manière, disons, subie. Oui, un effondrement, je l'entends global, à l'échelon donc mondial. Ça veut dire qu'aucun pays n'y échappe et que pendant plus d'un an, les services de base de la population, le boire, le manger, l'hébergement, l'électricité, la mobilité, la sécurité, l'enseignement, ne sont plus assurés à cette population par les services publics encadrés par la loi. J'aurai peut-être pas le temps de développer ici, mais s'il n'y a plus d'énergie fossile, réfléchissez, qu'est-ce qui s'arrête? En fait, toutes nos civilisations industrielles. On mange quasiment tous du pétrole. Sans pétrole, qui ici est capable de se nourrir? Personne. Moi, si j'ai pas de supermarché ou de carte de banque ou de voiture, en quelques jours, semaines, je meurs. Et sans pétrole, je meurs. Mais aujourd'hui, on est dans une entreprise de destruction massive de la vie, sous un certain nombre de formes. Des espèces animales, végétales, des océans, des conditions qui permettent à l'humanité de pouvoir continuer à vivre dans les décennies qui viennent. Donc je pense que notre réponse et notre mobilisation devraient être à la mesure de ce qu'on a pu connaître avec la résistance. Mais ça m'a semblé tellement à la fois vrai et à la fois invraisemblable que je me suis renseignée. J'ai pas arrêté. En fait, je n'ai vraiment pas arrêté. Je me suis pas du tout laissé le temps. Dans un premier temps, je me suis demandé si c'était vrai et j'ai été saisie par un sentiment d'urgence. J'ai voulu tout comprendre, tout savoir. Et je dis souvent, en fait, l'effondrement, c'est un miroir. Le thème de l'effondrement, c'est un miroir de nos propres ombres, de ce qu'on ne veut pas voir en nous. Ah, c'est la mort, c'est la fin de, je sais pas, chacun voit en fait dans le thème de l'effondrement ce qu'il ne veut pas voir en lui. Et du coup, c'est très désagréable. J'y pense tout le temps en fait. Ça fait 1 an et demi que, moi c'est marrant, j'appelle ça mon reboot. C'est-à-dire qu'au moment où le constat s'est enclenché, il a fallu que je remette tout en question, mais vraiment, tout ce qui m'entourait. Et je pense que c'était aussi une période de ma vie, ne serait-ce que par rapport à mon âge, où c'était nécessaire, où ça allait de toute façon arriver. En ça, les discussions sont toujours très riches, puisque quand on amène le mot effondrement, ça provoque des réactions très différentes. C'est un mot qui explose dans la tête des gens de manière très différente. Et j'avais un peu que ça en tête, enfin j'en parlais beaucoup et de manière pas forcément très réfléchie. Et je comprenais pas comment ça ne pouvait pas être le sujet particulièrement important devant tout autre sujet. Et comment on pouvait ne pas s'en préoccuper plus que ça parce que ça me paraît être une grande composante de l'avenir quand même. Parce que honnêtement, pour en avoir encore une fois parlé avec des scientifiques dans le monde entier, personne ne peut avoir la certitude absolue que ça va s'effondrer, ni comment ça va s'effondrer. On ne peut pas le savoir. Ce qu'on cherche à savoir tous, c'est si les autres le croient. Croient à cette possibilité d'effondrement. C'est pour ça que l'effondrement va arriver, parce que le déni est général. Il n'y a que 1% des gens comme moi, comme vous, comme peut-être quelques-uns ici, qui y croient. Et pourquoi on ne peut pas y croire? Eh bien parce que c'est ce que le philosophe Gunther Anders appelait un phénomène supraliminaire. C'est-à-dire l'appareil cognitif humain, depuis l'aube de l'humanité, par l'évolution au sens darwinien, n'a pas été habitué à affronter des catastrophes de cette grandeur-là.
On peut concevoir le déni comme un mécanisme tout à fait humain de défense, de protection psychologique et qui est nécessaire pour faire avec les éléments de la réalité et notamment parfois leur caractère complexe, leur caractère angoissant, bref finalement tout un aspect peut-être existentiel. Donc le déni est quelque chose qui est un mécanisme que l'on utilise au quotidien, qui permet de maintenir un certain équilibre psychique, qui va permettre de nous écarter de l'angoisse ou de la dépressivité pour pouvoir avancer. En fait, je pense que nous, on est des enfants. Je pense qu'on est des enfants qu'on se comporte comme des enfants en ne regardant pas la réalité en face. Ça, c'est sûr. Qu'on se comporte aussi comme des enfants ou comme des adolescents en étant dans une espèce comment dire, de volonté de tester les limites, quoi. De regarder tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on est capable de faire, sans se soucier des conséquences. Ça, c'est un comportement un peu infantile. En fait, ce qui me fait vraiment peur, c'est la capacité des gens à se voiler la face. Ça me fait peur. Parce que si on était proche d'un effondrement, mais que les mentalités s'éveillaient vraiment, eh bien, je n'aurais pas aussi peur. Il ne suffit pas, par exemple, d'annoncer la maladie, un cancer à quelqu'un, pour que pour autant il l'assimile. Pour retrouver son équilibre intérieur, une des solutions, ça sera éventuellement d'être dans le déni. Ils ne croient pas que ça peut arriver, parce qu'ils ont cette espèce de mythe, de croyance religieuse, dans le progrès, dans le marché, dans la science, dans la technologie et dans la créativité humaine. Donc, ils sont sincères lorsqu'ils disent « Non, on va y arriver, on va faire un petit peu de développement durable et de transition énergétique et écologique. » Si tu ne proposes pas une réponse adéquate, qui peut être de s'engager dans une action ou de construire un autre récit, etc., ben la réponse que le cerveau va trouver par défaut, c'est de mettre le danger de côté, pour s'en préserver, pour ne pas qu'il soit suffisamment écrasant pour nous sécher par terre, quoi. La vie n'a pas changé. La vision que je peux avoir de l'avenir, elle a changé. Mais ma vie n'a pas changé. C'est une annonce. Donc on peut croire à cette annonce, parce qu'elle est démontrée, parce qu'elle est étayée, parce qu'il y a tout un ensemble, au-delà du bouquin lui-même, il y a tout un ensemble de faits qui amènent à se dire, effectivement, on va vers ça. En même temps, la vie n'a pas changé. Et donc, psychologiquement, la croyance, elle est parfois un peu inaccessible à l'argumentation, hein, alors que la connaissance peut être remise en question par une argumentation. On ne peut plus être dans le déni, en fait. C'est plus possible. Quand on a ouvert les yeux, on ne peut plus les refermer. Mais arrêtez de toujours en parler. Arrêtez de chercher des solutions. Ben, ça m'a fait du bien. Et c'est vraiment ce sentiment-là. Comment on fait pour vivre avec cette idée d'effondrement, avec ces réalités, avec ces faits, avec cet imaginaire, avec ces émotions. Elle vraiment, on voit qu'elle ne met pas ses émotions sous le tapis, elle les accueille. Et comment on fait pour vivre avec tout ça? Je crois que c'est très important de regarder les choses en face, de ne pas forcément s'apesantir là-dessus pendant des heures, mais d'être conscient, profondément conscient, et de traverser les émotions. On a besoin de sentir ce qui se passe, c'est sûr. On a besoin de se le prendre dans le bide, quoi. Pas simplement d'avoir des informations qui défilent. Et comme tu dis, ça nous ramènerait au présent. Si j'ai bien quelque chose dont j'ai peur, c'est effectivement ce moment où il y aura forcément une prise de conscience générale et ça va se répandre comme une traînée de poudre. Et ça va être un moment clé, en fait, certainement dans notre histoire. Au moment où il y aura un constat massif sur où est-ce qu'on va. Et c'est ce paradoxe qu'on veut vraiment mettre en lumière. C'est parce qu'on plonge dans nos ombres, dans les sentiments, les émotions qu'on dit négatives dans notre société, hein, la peur, la tristesse, la colère, tout ça c'est mal vu. Mais c'est en plongeant là-dedans qu'on peut arriver à déclencher quelque chose d'une spirale très positive. Donc dans le deuil, vous avez nécessairement un passage qui se fait d'un refus, puis après d'une protestation, et ensuite peut-être d'une acceptation donc, de ce qui s'est passé pour pouvoir passer progressivement à autre chose. Donc il y a différentes phases qui souvent s'entremêlent pour pouvoir ensuite continuer, quoi.
Ouais, on en souffre tous. Et justement, plein de gens ne s'en rendent pas compte. Ceux qui viennent travailler sur eux ou qui participent à des groupes et tout ça s'en rendent mieux compte. Ils se rendent compte de leur souffrance. Mais tout le monde souffre. Essayer de comprendre ce que te dit l'autre, essayer de lui répondre avec respect. Et de faire l'effort d'expliquer, de dialoguer. Souvent ça marche. En tout cas, ils nous ont rappelé une chose, c'est notre responsabilité par rapport à l'annonce d'une telle catastrophe. Et ça, je trouvais très très pertinent, très important. Il ne s'agit pas d'avoir plus peur qu'on a déjà peur. J'ai certains proches qui m'ont un peu secouée en disant « Écoute, tu as lu des livres, c'est intéressant, mais ça reste un point de vue. Ça reste un point de vue et c'est peut-être ce qui va se passer, mais pour le moment, c'est pas ce qui se passe. Et c'est une croyance. Et tu dois aussi être ouverte aux opinions des autres, même si tu as l'impression que les autres ne sont pas aussi informés que toi. » J'ai une copine. J'ai l'émotion qui remonte parce que j'ai une copine qui ne va pas endormir pendant plusieurs nuits et je suis très mal avec ça. Je suis très mal parce que je me sens coupable et je ne sais pas si j'ai le droit de provoquer de tels états émotionnels chez des gens proches, mais même pas proches. C'est pas juste que ce sont des gens proches, c'est que ça provoque ça, mon discours, alors que j'ai mis des mois à le rendre audible. Parce que dans la communication non violente, effectivement, on va écouter ce qui se dit derrière les paroles, c'est-à-dire quels sont les besoins qui sont là dans ce que les gens disent. Hein. J'en parle à tout le monde en fait, ceux qui m'entourent. Maintenant c'est ce que je fais, parce que c'est nécessaire pour moi, non seulement d'être honnête avec moi-même et donc avec les autres, c'est de toute façon ce que je pense, donc je veux dire, je vais être honnête avec ça, j'ai pas de problème avec le fait de penser ça. De nombreuses personnes, quand je devenais un peu convaincante peut-être, de nombreuses personnes avaient envie de me faire taire et donc me disaient « Ah, écoute, il faut pas penser à tout ça, il faut pas être si négatif ». Et parfois, certains arguments étaient vraiment bons. Par exemple, une dame qui a l'âge de ma grand-mère, une dame très intelligente et très sage, qui m'a dit « Tu sais, une vie défile en un éclair et je serais vraiment triste pour toi que tu passes toute ton existence à t'inquiéter de l'état du monde. Tu es jeune, vis, profite. » Et je me suis retrouvée sans mots. Mais j'ai quand même le sentiment que parler d'effondrement, c'est encore une fois déclencher des mécanismes psychologiques qui sont souvent contre-productifs. Souvent. Sauf si tu parles d'effondrement et qu'à côté de ça, tu construis un récit de l'après-effondrement. Les histoires sont la façon d'être au monde pour les êtres humains. C'est à travers les histoires qu'on comprend la réalité et c'est aussi à travers les histoires qu'on la retranscrit. Et que j'ai décidé depuis longtemps que l'énergie que je pourrais passer à me lamenter à propos de quelque chose que certains pensent inéluctable, mais je préfère passer mon énergie à essayer que ça n'arrive pas et à essayer de montrer qu'il est possible d'agir, peut-être pas pour empêcher l'effondrement partout, mais en tout cas à l'empêcher au maximum d'endroits. C'est le fait de ne pas croire à l'effondrement qui va faire qu'il va arriver, hélas. Mais l'espoir est là, si on lutte, notamment de manière collective et localement, eh bien peut-être sera-t-il moins cruel. Je pense qu'on a besoin de construire des récits qui s'appuient sur l'idée qu'on a besoin de comprendre notre interdépendance avec la nature, de comprendre comment la nature fonctionne, de s'en inspirer et de mettre en place un certain nombre de mécanismes dans nos organisations sociales, économiques et industrielles qui ont le moins d'impact possible, voire même qui ont des impacts régénérateurs. Parce que c'est la pérennité de cet écosystème-là qui va permettre que demain on puisse continuer à se nourrir. Ça, en fait, c'est complètement renverser l'histoire actuelle. C'est-à-dire l'histoire actuelle, c'était de dire, pour nourrir la population, on va utiliser des moyens techniques et technologiques. Je pense qu'on a besoin de ça. C'est-à-dire que moi, je pense que le truc qui peut aller le plus vite, c'est ou
d'être confronté à des catastrophes ou de construire des récits qui sont suffisamment forts pour que ça embarque les gens. Et ensuite, si on a ces récits, je pense qu'on a besoin de s'organiser. C'est pour ça que je parle de stratégie. C'est vraiment une capacité de résilience qu'on a besoin de développer. Et ça, ça ne peut pas se faire tout seul dans son coin, ça ne peut pas se faire si toutes ces émotions ne sont pas accueillies et exprimées et transformées à leur ensemble. C'est donc localement, en faisant de la permaculture, en étant toujours collectif, hein, jamais individuellement, qu'on peut reconstruire des sociétés plus résilientes, plus résistantes à cet effondrement qui arrive.